voyons maintenant l'équilibre du consommateur, c'est-à-dire précisément le rapprochement de la contrainte budgétaire et des courbes d'indifférence, c'est-à-dire de la fonction d'utilité du consommateur. Alors l'objectif du consommateur, on l'a dit, ce sont les hypothèses de comportement, c'est maximiser l'utilité de son revenu, c'est-à-dire d'arriver avec un revenu sur lequel il ne peut pas intervenir, à satisfaire au maximum, au mieux, ses besoins. Alors les courbes d'indifférence, qui sont dénotées sur mon schéma U1, U2, U3, eh bien, montrent qu'effectivement, il y a une progression du niveau de satisfaction du consommateur en fonction que l'on passe de U1 à U2 et de U2 à U3. Donc U3 offre une plus grande utilité globale au consommateur que U1. Et je vous rappelle, encore une fois, chaque point d'une courbe d'indifférence, U1 en particulier, sur chaque point de U1, eh bien, nous avons le même niveau d'utilité, le même niveau de satisfaction de consommateur, mais ce qui va changer d'un point à un autre, c'est la combinaison des deux biens qui va être rendue possible pour ce niveau de satisfaction. Alors, la maximisation de l'utilité, elle se fait donc de cette manière-là. On va rapprocher les droites de budget et les courbes d'indifférence. Et on va considérer que l'équilibre du consommateur est atteint au point A. L'équilibre donc se trouve au point A. Et on remarque bien évidemment que ce point A est le point de tangence entre la droite de budget et la courbe d'indifférence U2. Alors la question se pose, mais pourquoi l'équilibre du consommateur ne se situe pas en B, puisque en B, on a bien un point commun entre la droite de budget et une courbe d'indifférence? La réponse est simple. Au point B, évidemment, c'est la même droite de budget, mais on s'aperçoit que la courbe d'indifférence n'est plus U2, mais U1. Et on sait que la satisfaction de U1, le niveau global de satisfaction ou d'utilité de U1, est inférieur au niveau global de satisfaction de U2. Donc, le consommateur n'a pas atteint l'équilibre, puisqu'il est dans une position où il pourrait encore améliorer sa satisfaction, précisément au point A, c'est-à-dire sur U2. Même raisonnement pour le point C, puisque le point C est aussi un point commun entre la droite de budget et la courbe d'indifférence U1, et donc correspond à une utilité globale plus faible que ce que pourrait atteindre le consommateur au point A avec la satisfaction U2. Donc voilà comment on arrive à l'équilibre. Notez qu'à ce point d'équilibre correspond une certaine combinaison particulière de biens, que l'on a par projection sur l'axe des abscisses du point ou des projections sur l'axe des ordonnées. Donc on a une quantité de pain qui est déterminée, et sur l'axe des ordonnées, on a une quantité de vin. Donc on a la combinaison précise qui va permettre la maximisation de la satisfaction du consommateur en fonction de ses préférences et en fonction de ses contraintes. Alors, voyons maintenant ce qui se passe quand le prix d'un des deux biens varie. Donc, c'est l'équilibre du consommateur et la variation du prix. Alors, la variation du prix, en fait, va entraîner la variation de l'utilité globale du consommateur. Alors, représentons cette situation. Donc, on a une droite de budget initiale qui, suite à la modification du prix du pain, la baisse du prix du pain, va glisser vers la droite. On a donc P qui est supérieur sur la quantité de pain qui est supérieure sur la nouvelle droite de budget par rapport à la situation initiale. Donc on a un glissement de la droite de budget sur la droite, ce qui veut dire qu'il y a eu une baisse du prix du pain. Et comme il y a le même point d'origine sur l'échelle des ordonnées, eh bien, ça veut dire que la quantité de vin reste inchangée. Le prix du vin reste inchangé. Donc, on a un prix de vin inchangé et on a une baisse du prix du pain. C'est ce que
représente ces deux droites de budget. Alors, on s'aperçoit finalement que ça va modifier l'équilibre du consommateur, consécutivement à cette baisse du prix du pain. La pente de la droite de budget va varier et du coup, on va pouvoir passer à un autre niveau d'utilité. Si on voit que l'équilibre du consommateur dans la situation initiale est au point de tangence entre la première droite de budget et la première courbe d'indifférence, on s'aperçoit que cet équilibre, avec le glissement de la droite de budget sur la droite, cet équilibre va impliquer une courbe d'utilité à un niveau supérieur du 2. Donc, que le consommateur, suite à la baisse du prix du pain, eh bien, va obtenir une utilité supérieure de sa consommation. Donc, il va maximiser, si vous voulez, l'utilisation de son revenu en fonction de ce nouveau prix. L'utilité globale augmente. On passe, encore une fois, d'une courbe d'indifférence à une courbe d'indifférence à un niveau supérieur. On passe de U2 à U3. Il n'y a pas le numéro sur la deuxième, il n'y a pas la légende sur la deuxième courbe d'indifférence, mais on peut considérer que, comme celle d'avant s'appelle U2, elle va s'appeler U3. Donc on voit bien que le niveau global de satisfaction a augmenté. Mais ce n'est pas l'enseignement le plus important. Outre le fait que le consommateur améliore sa satisfaction, l'enseignement le plus important, eh bien, c'est de montrer que et la quantité de vin et la quantité de pain vont augmenter dans la consommation du consommateur. Autrement dit, il n'y a que le prix du pain qui a baissé, mais donc il est logique de considérer que cette baisse du prix du pain va engendrer une augmentation de la consommation de pain. C'est quelque chose de logique, mais on va s'apercevoir qu'en plus, la baisse du prix du pain va engendrer aussi une augmentation de la consommation de vin. Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse de la variation de la structure de consommation, différence de consommation entre le vin et le pain, suite à la variation d'un prix. Donc la consommation de pain, mais aussi de vin, augmente. L'utilité globale s'accroît. Alors, on va constater, il faut absolument que vous ayez la connaissance de ces termes, on va constater un effet prix, ou un effet qu'on appelle aussi effet de substitution, pour la consommation de pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prix du pain baisse, l'effet prix, c'est de doper la consommation de pain. Normal, puisqu'on considère généralement que la demande est une fonction décroissante du prix. Donc, quand le prix d'un bien augmente, sa consommation diminue, et quand le prix diminue, sa consommation augmente. C'est un cas assez classique pour une grande majorité de produits. Donc cet effet prix, finalement, résume ce que je viens de vous dire. Le prix du pain a baissé, donc le consommateur achète plus de pain. Ça, c'est pour la consommation de pain. Mais pour la consommation de vin, on va constater ce qu'on appelle un effet revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix d'une des denrées baisse, à revenu égal, le consommateur est plus riche. Puisqu'une fois qu'il a consommé la même quantité de biens, comme le prix a baissé, il lui reste plus d'argent, donc il est plus riche. Et c'est cet effet de richesse, qu'on appelle effet de revenu, qu'il va être en capacité de reporter sur la consommation d'autres biens. Bon, dans mon exemple, comme il n'y a que 2 biens, eh bien, non seulement il va consommer plus de pain, mon consommateur, mais il va aussi consommer plus de vin, c'est-à-dire qu'il va utiliser sa richesse supplémentaire, la partie disponible de son revenu, pour acheter davantage de vin. Et là, on parle d'un effet revenu, donc vous devez connaître ces deux termes, effet prix, effet revenu. Alors, on peut reprendre mon graphique et en faire la lecture. On s'aperçoit quand on passe du premier équilibre au deuxième équilibre, quand je projette sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, eh bien je m'aperçois que l'intervalle entre les deux pointillés sur mon axe des abscisses, eh bien, c'est l'augmentation de ma consommation de pain, consécutive au prix du pain, à la baisse du prix du pain, et que de l'autre côté, sur l'axe des ordonnées, l'espace qu'il y a entre les deux pointillés, eh bien, me montre l'augmentation de la consommation de vin consécutive à la baisse du prix du pain. Donc, on a l'effet
revenu et l'effet prix qui sont directement matérialisés entre ces pointillés. Alors, voyons maintenant ce qui se passe quand le consommateur bénéficie d'un changement de revenu, d'une variation de son revenu. Alors, on a vu ce qui se passait quand il y avait un prix qui baissait. On regarde maintenant ce qui se passe quand le revenu du consommateur varie, et on va prendre l'hypothèse d'une augmentation de revenus. Alors c'est très simple, une augmentation de revenus, si les prix des deux biens en question sont inchangés, eh bien, va donner simplement l'expression de nouvelles droites de budget, ces droites de budget étant toutes parallèles, et elles sont éloignées les unes des autres en fonction de l'augmentation de revenus obtenue par notre consommateur. D'accord ? Donc, sur la droite de budget la plus haute, le consommateur est plus riche. Sur celle du milieu, il est un peu moins riche. Et sur celle du bas, il est plus riche du tout, si vous voulez. Hein ? Donc, plus on monte dans les droites de budget, et plus, finalement, cela reflète un consommateur qui a un revenu élevé. Et donc, chacune de ces droites de budget, effectivement, est en rapport avec une courbe d'indifférence, avec la règle du point de tangence qui détermine l'équilibre du consommateur pour son niveau de budget. Et donc, on s'aperçoit bien que l'augmentation du revenu du consommateur aboutit, in fine, à l'amélioration de sa satisfaction, à la maximisation de son utilité, puisqu'il va passer de U2, d'un niveau de satisfaction U2, au niveau de satisfaction U4. U3 d'abord, puis U4 ensuite. Hein, donc on a bien démontré graphiquement que l'amélioration du budget d'un consommateur provoquait une amélioration globale de sa satisfaction. L'utilité augmente avec le revenu, les droites de budget se déplacent donc vers le haut, le volume de la consommation globale, ou plus exactement le volume global de la consommation augmente, mais on peut constater aussi que la structure de la consommation varie. Autrement dit, si je compare le point d'équilibre entre U2 et la première droite de budget et entre U4 et la troisième droite de budget, eh bien, je m'aperçois que je ne consomme pas proportionnellement la même quantité de vin et de pain. Donc, l'augmentation du revenu du consommateur, à prix inchangé des deux biens, engendre une augmentation de sa satisfaction, mais va aussi engendrer une modification de la structure de sa consommation. C'est-à-dire que la répartition de son budget entre les deux biens va changer entre les deux points d'équilibre. Alors, maintenant, voyons le problème de la courbe de demande individuelle fonction du prix. Alors, la demande individuelle en fonction du prix, donc, on vous propose une représentation. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport aux représentations précédentes ? Eh bien, j'ai remplacé un des deux biens par un bien particulier qui est une quantité de monnaie. Plutôt que de mettre pain et vin, j'ai monnaie et vin. Donc, sur mon axe des ordonnées, j'ai une marchandise particulière, la monnaie, d'accord ? Et sur l'axe des abscisses, j'ai une marchandise X, qui peut être n'importe quelle marchandise. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si on regarde les droites de budget, on s'aperçoit que les droites de budget ont toutes comme point d'origine R, sur l'axe des ordonnées. Que j'ai une première droite de budget sur le segment RA, puis une deuxième droite de budget RB, et ainsi de suite, jusqu'à RC et RD. Quand je passe de A à B, ça veut dire que le prix de mon bien X a diminué. Et donc, ma droite de budget est repoussée vers la droite. Quand je passe de B à C, ça veut dire que j'ai une nouvelle baisse de prix de mon bien X. Comment je le sais ? Parce que ça correspond à une quantité en augmentation du volume consommé. Donc, comme le budget est resté identique, si je consomme plus de quantité, c'est bien que le prix a baissé. D'accord ? Et quand je passe à D, le prix a encore baissé, a considérablement baissé. Et là, je peux m'acheter 100 unités du bien X.
Okay, donc j'ai la représentation de mes 4 droites de budget en fonction de 3 variations de prix. Alors je regarde l'utilité de mon consommateur, donc à chaque droite de budget va correspondre effectivement une courbe d'indifférence, U1, U2, U3 et 4, et je vais donc voir à chaque fois le point d'équilibre, et je vais relier les points d'équilibre entre eux, ce qui vous donne le segment transversal P1, P2, P3, P4. Hein, donc c'est le segment qui rejoint les quatre équilibres de consommateurs en fonction du prix du bien X. Et là, je m'aperçois de quoi? Eh bien, je m'aperçois que plus le prix du bien X diminue, et plus la consommation de ce bien augmente. Donc, je viens d'exprimer de cette manière-là une loi fondamentale, à savoir, ce que je vous ai dit tout à l'heure déjà, que la demande ou la consommation d'un bien en particulier est le plus souvent une fonction décroissante du prix. Et cette expression est à retenir telle qu'elle, qui signifie que lorsque le prix d'un bien baisse, sa consommation augmente. On peut retenir ça comme, alors c'est pas vrai pour la totalité des biens, puisque par exemple des biens de luxe ou des biens très très éphémères, d'une durée de vie très très éphémère, ne répondent pas à cette loi de la décroissance de la consommation en fonction du prix, mais pour le reste, pour 90% peut-être des biens et des services, eh bien, cette loi est réputée exacte. Donc là, on a montré qu'effectivement, en fonction du prix, le comportement de consommation du consommateur changeait, et que plus le prix baissait, et plus la consommation d'un bien en particulier allait augmenter.